Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCP. Elle fait son grand retour à l'Assemblée nationale après avoir été reportée en raison de la dissolution puis du renversement du gouvernement de Michel Barnier. Elle, c'est la réforme de l'audiovisuel public. Alors elle a bien été mise à l'ordre du jour du Parlement. Elle se retrouve examinée par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée. Elle est portée par Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui espère que le texte ira jusqu'au bout de son chemin législatif en vue d'une mise sur les rails du projet d'ici à l'été. Alors le texte a été modifié par le Sénat. Et c'est de cette version-là que vont partir les députés, puisqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui a ajourné tous les travaux en cours. C'est donc le texte du Sénat qui est là devant la Commission des affaires culturelles. L'objectif reste le même, créer une seule et même structure, une société mère qui regrouperait plusieurs médias du service public, France Télévisions, Radio France et l'INA. Tout cela sous une même et unique présidence. Seulement voilà, le sujet fait beaucoup de débats. 1000 amendements ont été déposés à l'entrée des débats. Chers collègues, Madame la Ministre, notre ordre du jour appelle l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat en juin 2023 relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, proposition de loi numéro 118. Comme vous vous en souvenez, notre commission a déjà examiné cette proposition de loi en mai 2024. La dissolution de l'Assemblée intervenue début juin avait empêché son examen en séance. Nous devions le faire à nouveau en début décembre 2024. C'est pourquoi nous avions désigné à l'automne dernier Madame Virginie Duby-Muller et Monsieur Jérémy Patrier-Létus comme rapporteurs. La censure du gouvernement de Michel Barnier avait été votée quelques jours avant la date prévue pour son examen. Nous reprenons donc en quelque sorte ce dossier où nous l'avions laissé. Je souhaite dire quelques mots sur ce texte qui porte sur le projet de réforme, un projet de réforme majeur susceptible de transformer en profondeur le service public de l'audiovisuel. Il est important de rappeler que les équipes de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l'INA ont déposé des préavis de grève hier et aujourd'hui. Par ailleurs, certains collègues avaient demandé une étude d'impact afin d'obtenir une analyse plus détaillée des conséquences concrètes de la mise en place d'une holding. J'ai partagé avec l'ensemble des membres de cette commission le document qui m'a été transmis par le ministère. S'il vient éclairer quelques points, la partie consacrée aux impacts de la réforme reste très courte. Par ailleurs, je regrette que les conclusions de la mission confiée à Madame Bloch sur l'accompagnement de la réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public ne soient attendues qu'en juin. Il aurait été préférable que la représentation nationale puisse débattre de ce texte en ayant connaissance de l'ensemble des éléments d'évaluation. Avant de donner la parole aux rapporteurs pour 5 minutes chacun, je salue notre ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, qui pourra nous faire part de son avis sur le texte après la présentation des rapporteurs. Nous avons prévu de poursuivre l'examen ce soir à partir de 21 h et, si nécessaire, demain matin après l'audition prévue à 10 h. Mesdames et messieurs, donc les deux rapporteurs, vous avez la parole normalement maintenant, tout de suite. On vous écoute pour 5 minutes chacun. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en commission un texte important et nécessaire pour l'avenir de l'audiovisuel public et de notre souveraineté audiovisuelle. Ce texte a été adopté au Sénat, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, il y a maintenant 2 ans. Et nous tenons avec ma collègue Virginie Duby-Muller à remercier le sénateur Lafont et nos collègues, le président Lafont et nos collègues sénateurs pour la qualité de leur travail. L'an dernier, notre commission adoptait cette proposition de loi, mais l'examen n'a pas pu se prolonger en séance en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors je sais que pour certains d'entre vous, ce texte arrive trop tôt et qu'il n'est pas la priorité, quand pour d'autres, il arrive trop tard. La vérité, c'est que nous ne pouvons plus attendre. Cela fait donc maintenant 10 ans que cette réforme est en réflexion. Elle est aujourd'hui arrivée à maturité. Son examen ne peut plus être décalé, suspendu ou reporté. Nous entendons l'inquiétude des salariés. Elle est légitime et compréhensible dans la mesure où nous entendons modifier leur outil de travail. Mais l'audiovisuel public est d'abord l'outil de tous les Français et c'est à nous, législateurs, qu'il revient la tâche de définir ses missions et son organisation. 10 ans de réflexion, d'atermoiement, de revirement. 10 ans
puisque le premier rapport d'information parlementaire appelant à la création de France Média date de 2015. Il a été déposé par nos collègues sénateurs Gattolin, à l'époque Europe Écologie Les Verts, et Leleu, les Républicains, qui présente, je cite, 3 étapes pour la création de France Média en 2020. Ce rapport date de 2015. Je vous épargnerai la litanie des différentes missions et rapports, pour ne citer que l'un des derniers, celui de nos collègues Gauthier et Bataillon, que je veux saluer ici. 10 ans donc que notre Parlement réfléchit, en lien avec les ministres de la Culture successifs, à l'avenir de notre audiovisuel public. Nous sommes donc heureux, quelles que soient nos positions ou nos sensibilités, que notre commission et la semaine prochaine notre Assemblée puissent s'exprimer et délibérer sur cet enjeu majeur pour notre démocratie. L'audiovisuel public, mes chers collègues, est l'un de nos biens publics les plus précieux, un pilier de notre démocratie et un modèle auquel nous sommes collectivement attachés et que nous devons préserver et défendre. Vous le savez, notre modèle fait face aujourd'hui, dans un contexte de guerre informationnelle et de désinformation, à des fragilités et à des défis importants. Le développement des réseaux sociaux, l'arrivée des plateformes bouleverse depuis des années les pratiques informationnelles et les usages quotidiens, avec les risques démocratiques que nous connaissons tous. Face à ces défis, que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire pour protéger et pérenniser un audiovisuel public de qualité au service de tous les Français ? Nous sommes convaincus que le statu quo n'est pas tenable, qu'il reviendrait à moyen terme, à long terme, à fragiliser les acteurs de l'audiovisuel public. Il nous faut donc, au-delà de nos étiquettes, de nos clivages partisans, garantir un audiovisuel public puissant, car il en va de notre souveraineté et de notre indépendance. Pour atteindre cet objectif, nous pouvons comprendre que chacun ici défende une vision, des méthodes et des solutions différentes. Certains d'entre vous souhaitent un audiovisuel limité à quelques chaînes et fréquences, quand d'autres défendent le statu quo et donc le morcellement des acteurs. Je veux le dire à mes collègues du Rassemblement national, à mes collègues de gauche, si nous avons une autre vision de l'organisation de notre audiovisuel public, il nous faut collectivement le renforcer et défendre ensemble notre indépendance et notre souveraineté. Alors, au fil des échanges nourris que nous avons eus avec Virginie, des auditions approfondies que nous avons menées, nous avons forgé une conviction. La conviction que l'audiovisuel public doit rassembler ses forces, s'unir pour faire face aux défis qui sont les siens, aux menaces qui pèsent sur lui. La conviction que le morcellement des acteurs conduira inévitablement et durablement à l'affaissement de notre audiovisuel public, à sa fragilisation. Croire en l'audiovisuel public, à son avenir, en ses journalistes, en ses techniciens, en ses salariés, que nous voulons saluer et qui ont le service public et l'intérêt général chevillés au corps, c'est accepter que dans la guerre de l'information que nous connaissons, il est impératif et urgent pour nos groupes publics de dessiner un avenir en commun, de bâtir une stratégie et une vision commune, d'affronter ensemble les défis immenses qui sont devant nous et qui peuvent à terme conduire à la marginalisation, voire à la disparition de l'audiovisuel public. Virginie. Merci. Allez-y, Madame la rapporteure. Monsieur, voilà. Nous sommes convaincus qu'il est aujourd'hui nécessaire d'opérer des synergies, des rapprochements et des mutualisations. De nombreux rapports en ont fait la démonstration et nous ne reviendrons pas sur chacun d'entre eux. Permettez-moi tout de même de citer le rapport d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public de Quentin Bataillon et Jean-Jacques Gauthier, ainsi que le rapport de l'Inspection générale des finances de mars 2024, qui ont contribué à notre réflexion. Les auteurs de ces rapports soutenaient notamment que le renforcement des coopérations entre les entreprises de l'audiovisuel public sur l'information, la proximité, le numérique était indispensable à la préservation d'une offre de qualité, à même de concurrencer les grandes plateformes. Trop centré sur le linéaire, l'audiovisuel public peine désormais à capter l'attention des jeunes générations. Les audiences sont vieillissantes. En 2023, 60% des téléspectateurs de France Télévisions ont plus de 65 ans. Il en est de même à Radio France, où la part des plus de 65 ans est plus importante que la moyenne de l'ensemble du média radio. Pour séduire les jeunes, l'audiovisuel public a commencé à engager sa nécessaire plateformisation. Il faut aller plus vite et plus fort. Pour cela, les coopérations entre les organismes du service public sont nécessaires. Elles ne visent pas, mes chers collègues, à détruire ce qui fonctionne, comme on a pu le lire de façon caricaturale, mais au contraire à créer des ponts. Il est vrai que les deux projets phares de coopération entre Radio France et France Télévisions, France Info et ICI, peinent encore à trouver leur identité et leur audience. Ils souffrent de retard dans leur développement, d'atermoiement,
dont la principale cause réside dans le fait que ces sociétés ont des intérêts sociaux distincts. Il nous faut aider l'audiovisuel public à surmonter ces blocages dans l'intérêt de tous, y compris des salariés. Pour ce faire, et pour reprendre l'expression de Roch-Olivier Mestre, ancien président de l'ARCOM, dont je salue l'action, il nous faut mettre un pilote dans l'avion. Nous défendons une présidence commune exécutive qui permettra un pilotage stratégique unifié. Cela est indispensable. Et nous souhaitons que France Médias Monde participe à ce projet ambitieux. France Médias Monde aurait tout à y gagner et il ne saurait nullement porter atteinte à son identité et à ses missions. Pourquoi ne devrions-nous avoir peur de voir disparaître France 24 ou RFI? Pensez-vous sérieusement qu'à l'heure où la guerre de l'information fait rage, la France aurait intérêt à se priver de l'un de ses plus grands atouts stratégiques? Les moyens de l'audiovisuel extérieur doivent être sanctuarisés et renforcés. L'idée que son intégration à la holding entraînerait à moyen terme sa disparition est une vue de l'esprit. France Médias n'aura pas vocation à traiter uniquement de l'actualité nationale. Et à contrario, France Télévisions et Radio France ont déjà une grande expertise en matière d'information internationale et les publics de France 24 et RFI consomment déjà leur contenu. Le manque de coordination entre l'audiovisuel public et France Médias Monde sur la formation, sur les réseaux de correspondants à l'étranger est préjudiciable au développement de l'influence française dans le monde. Notre crainte est que la mise à l'écart de France Médias Monde entraîne une marginalisation durable de cette société. De nombreux amendements ont été déposés pour retirer l'audiovisuel extérieur du périmètre de la holding et nous aurons bien sûr l'occasion d'en débattre. Enfin, rappelons que le but de cette réforme n'est pas de faire des économies de moyens. Il s'agit d'adapter l'offre de l'audiovisuel public à notre époque. Avant d'ouvrir nos débats, nous souhaitons dire un mot du chapitre 2 qui comprend 12 articles, dont 6 figuraient dans la proposition de loi initiale et 6 ont été insérés lors de l'examen du texte au Sénat. Ce chapitre vise à préserver notre souveraineté audiovisuelle sur des sujets variés. L'article 10 concerne les événements sportifs d'importance majeure. L'article 11 porte sur les services d'intérêt général. L'article 11 bis A est relatif à la part minimale d'investissement consacrée à l'information. L'article 11 bis concerne la modernisation de la plateforme TNT et l'expérimentation de l'ultra haute définition. Ce même sujet se retrouve d'ailleurs à l'article 14 bis concernant le développement de cette technologie. L'article 11 ter traite de l'obligation de reprise du signal du service public audiovisuel par les services distribués par contournement. L'article 12 intéresse l'éventuelle réduction de la durée de détention d'une fréquence d'une chaîne de la TNT avant d'autoriser le changement de contrôle du titulaire de cette chaîne. L'article 12 bis concerne les mesures d'audience par des organismes tiers. L'article 13 modifie le champ de définition de la production audiovisuelle indépendante. L'article 13 bis concerne l'autorisation d'une possible troisième coupure publicitaire dans les œuvres audiovisuelles et cinématographiques de plus de 2 heures. L'article 14 comprend des obligations tenant au déploiement de la technologie HBB-TV, permettant une modernisation de la TNT. L'article 15 concerne le développement de la radio numérique terrestre. Sur ces 12 articles, nous sommes favorables à la suppression de plusieurs d'entre eux et au maintien après modification de quelques autres. Nous savons que le gouvernement souhaiterait la suppression de l'ensemble des articles et le report de leur examen dans le cadre d'un prochain projet de loi comportant des dispositions tendant à adapter le régime juridique applicable aux services de télévision et de radio. Ce texte tirera notamment certaines conclusions des travaux des États généraux de l'information. Nous sommes cependant attachés à la préservation de certaines dispositions qui ne sont pas nécessairement EGI compatibles, notamment concernant le déploiement de la technologie UHD et du DAB+. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, allez-y pour quelques secondes. Non, merci Madame la Présidente. Juste pour conclure ce propos liminaire et vous dire, mes chers collègues, nous formons le vœu que nos débats puissent être vigoureux mais respectueux et que dans la confrontation de nos points de vue et de nos arguments toujours sains et salutaires en démocratie, nous ne perdions pas de vue que nous avons en commun un objectif essentiel, celui de renforcer notre audiovisuel public. Nous aurons beaucoup d'amendements à étudier et je veux quand même terminer en disant que je regrette ce qui peut s'apparenter à une forme d'obstruction parlementaire de certains de nos collègues et que je forme le vœu avec Virginie que nous puissions aller au bout de l'examen de ce texte et jusqu'au vote. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie. Nous accueillons Bruno Fuchs, rapporteur pour avis, et donc nous lui donnons la parole pour 3 minutes. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Merci de m'accueillir dans cette commission que j'ai fréquentée à une époque
dans une autre législature, notamment pour traiter de ce texte dans une formule ancienne. Je vais rester là dans le cadre du mandat qui m'est donné, donc donner un avis de la Commission Affaires étrangères sur le texte, et donc de traiter bien évidemment que le volet 1 de ce texte, qui va être un peu plus court que peut-être vous l'aviez anticipé. Le rapport de la Commission que je représente porte donc sur le premier volet de cette réforme de l'audiovisuel public, la création d'une holding dénommée France Média, qui serait chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Média Monde et Institut national de l'audiovisuel. Le point majeur qui était discuté par les commissaires aux affaires étrangères, et donc c'est la question du périmètre, et donc de l'intégration de la holding France Média dans la holding France Média de l'Institut national des programmes France Média Monde, alors même qu'elle fonctionne sur des modalités spécifiques et joue un rôle différent de celui de France Télévisions ou de Radio France. Il nous est apparu lors des débats qui n'était pas opportun pour certains ou prématuré pour d'autres d'intégrer dans le périmètre de France Média les structures de France Média Monde. L'influence de notre pays dans le monde est constamment contestée, naguère par les autocraties et désormais par certains de nos alliés. Rappelons aussi que France Média Monde est le parent pauvre de l'audiovisuel public avec un budget de 303 millions d'euros sur un total de 4 milliards. Et d'avant de procéder à un mouvement de structure notamment, il nous est apparu nécessaire d'être convaincus que ce mouvement ou ces mouvements renforceraient France Média Monde avec beaucoup de certitude et qui permettrait de mieux représenter la France dans le monde et de mieux déployer ou permettre le déploiement de la stratégie de la France dans le monde et de son influence dans le monde. Lors de débats précédents, votre commission n'avait pas opté de manière franche et claire le 15 mai 2024 pour une inclusion de France Média Monde dans la holding France Média. C'était une position sage. Pour nous, la préservation et le renforcement de notre présence médiatique à l'étranger est un impératif. C'est pourquoi j'ai déposé des amendements visant à exclure France Média Monde du champ de la proposition de loi. En reconnaissant la spécificité du visage médiatique de la France à l'étranger, nous avons l'opportunité d'envoyer un message clair. Nos médias internationaux doivent bénéficier d'un modèle juridique, financier et éditorial spécifique à leurs besoins. C'est aussi un message clair que nous envoyons à nos parties prenantes sur l'importance pour la France d'avoir un rayonnement au plan international. Mes chers collègues, je ne peux dès lors, après examen pour avis de ce texte par ma commission, à titre collectif, mais également à titre personnel, vous inviter à débattre, bien évidemment, à vous prononcer à la fin en faveur du maintien de France Média Monde comme une structure autonome. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Nous donnons maintenant la parole à Madame la ministre Rachida Dati pour une dizaine de minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je voudrais remercier les propos très précis, très responsables et le travail des rapporteurs, comme je souhaite aussi remercier le travail tout aussi important, clair et précis de ceux qui les ont précédés, que ce soit Fabienne Colbock, Jacques Gauthier ou Quentin Bataillon. Alors l'audiovisuel public constitue un pilier évidemment essentiel d'une démocratie éclairée. Dans une société de plus en plus fragmentée, l'audiovisuel public est un moyen d'intégration, d'ouverture, d'émancipation. C'est parce qu'il doit pouvoir jouer pleinement ce rôle que cette réforme est évidemment importante. Oui, nos chaînes et nos radios de service public ont des forces et des succès indéniables. Mais aujourd'hui, ces succès et ces forces sont dispersés. Je le répète, il faut les défendre et il faut les préserver. Chacun d'ailleurs, y compris dans ces sociétés, en responsabilité, reconnaissent un point précis, que si cette réforme n'intervient pas, l'affaiblissement sera évidemment inévitable, comme d'ailleurs la baisse de son budget, je le dis très clairement, et aussi chacun reconnaît. Évidemment, ce que je peux aussi préciser, je viendrai après sur ce qu'a évoqué notre rapporteur sur la volonté d'obstruction qui était responsable, mais bon, chacun répondra de cela devant ceux qui font fonctionner cet audiovisuel public dans l'intérêt de chacun. Chacun constate aussi que nous sommes entrés dans une période de profonde mutation. Il y a d'abord l'évolution des usages qui transforment les modes de consommation des contenus. Les contenus d'information, de culture, de divertissement sont de plus en plus consommés sur les plateformes ou les réseaux sociaux. Des pans entiers de la population désertent les médias traditionnels que sont la radio et la télévision.
Il y a aussi plus largement l'évolution du paysage audiovisuel avec des groupes privés de plus en plus importants, de plus en plus structurés. Dans ce contexte, nous avons deux solutions. La première, celle de l'immobilisme. Faire finalement comme si de rien n'était et prendre le risque comme je le disais tout à l'heure, d'un affaiblissement généralisé de cet audiovisuel public. C'est le choix que font certains du Parti socialiste, qui tentent par ailleurs de confisquer à la représentation nationale un débat important qui doit sortir des caricatures et surtout des querelles internes au Parti socialiste, qui d'ailleurs ont affaibli la gauche jusqu'à la réduire à un score que je n'ose répéter ici. L'audiovisuel public, c'est près de 15 000 salariés qui attendent de la clarté sur l'avenir du secteur. Contrairement à ce que vous dites, certains sont favorables à la réforme. Non, je suis très sérieuse, parce que quand moi j'entends certains qui sont effectivement dans vos rangs, pas qu'au Parti socialiste, qui me disent on a une volonté sur les bancs de l'Assemblée, Madame la ministre, c'est de torpiller cette réforme, c'est irresponsable. Je vous le dis avec beaucoup de gravité. Moi, je vais vous dire, on n'est pas élus ici pour torpiller. On peut débattre, mais pas torpiller. C'est honteux. Ces propos sont honteux. Et contrairement à ce que vous dites, certains sont favorables et majoritairement et très en majorité à la réforme. Je les ai rencontrés comme vous tous. L'audiovisuel public, c'est celui de tous les Français, pas d'un club de CSP+, de plus en plus vieillissant. C'est vous qui souhaitez maintenir ce petit club. Nous, on souhaite que cet audiovisuel public continue à bénéficier à l'ensemble des Français et sur tout le territoire national. L'autre solution, c'est de donner les moyens à l'audiovisuel public et de faire face à de nouveaux défis. C'est l'option qui a été prise en responsabilité par la majorité sénatoriale qui a voté le texte du président Lafont. C'est le moment ou jamais. Vous avez rappelé, Madame la Présidente, les problèmes institutionnels qui ont retardé, évidemment, la mise en œuvre de cette réforme, pourtant adoptée en mai dernier au sein de cette commission. Vous indiquiez, Madame la Présidente, le manque de débat, le manque d'études d'impact. Elle vous a été fournie et l'étude d'impact, elle date depuis très longtemps. D'autre part, les rapports parlementaires. 10 ans de travaux parlementaires. Madame la Présidente, vous n'étiez même pas élue, que nous avions déjà ce débat sur l'audiovisuel public à préserver, à protéger. Si, Madame la Présidente, parce qu'en 2002, 2007, 2009, nous avons porté cette réforme de l'audiovisuel public qui reviendrait aujourd'hui sur la holding et la société unique de France Télévisions. Personne, pas vous-même, puisque vous la défendez encore aujourd'hui, c'est que cette réforme, elle était indispensable. 10 ans de travaux parlementaires, toutes tendances politiques confondues. Tous ces travaux ont été unanimes. Pour se renforcer, l'audiovisuel public doit se rassembler. C'est aussi l'avis des différents rapports d'inspection qui ont été rendus sur le sujet, qui sont à la disposition de tous. La stratégie de rapprochement par le bas, sans gouvernance commune, ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés. Le temps écoulé l'a démontré. Cela veut dire que face à la puissance des bouleversements en cours, il faut aller plus loin et plus vite sur cette gouvernance pour préserver l'audiovisuel public. Il nous faut un chef d'orchestre. Tout le monde est unanime là-dessus. Sortir des fonctionnements en silo, avoir des stratégies réellement unifiées. C'est la proposition d'un PDG unique que portera le gouvernement pour faire de la holding une holding exécutive. Un audiovisuel public qui soit le fer de lance de l'information pour que l'audiovisuel public reste un levier puissant pour la promotion et le soutien à la création culturelle et artistique, pour que l'audiovisuel public soit un territoire commun à la disposition de tous les Français et pas seulement de certains socialistes, quel que soit leur âge, leur catégorie sociale, leur lieu de résidence. Moi, ça ne me fait pas rire, il y a trop d'enjeux. C'est à cela que le Parti socialiste, aujourd'hui, s'oppose. Voilà ce que la gauche, cette gauche, évidemment, qui s'est déconnectée, évidemment, notamment des classes populaires. Alors que vous donnez des leçons tous les jours de progrès social, tous les jours. Vous n'en connaissez même plus ni le sens, ni la définition. La France est un des derniers pays européens où la radio, la télévision publique sont séparées. La France fait figure d'exception, alors même que nous sommes collectivement confrontés aux mêmes problématiques. Alors, sur ces sujets, j'ai fait le choix de confier une mission à Madame Laurence Bloch, que vous connaissez, d'ailleurs pour certains, bien avant que je la connaisse, et qui travaille à ces coopérations. C'est une figure importante et respectée de l'audiovisuel public, et je me réjouis qu'elle ait accepté cette mission. Je tiens à rassurer aussi les salariés des entreprises concernées. Cette réforme ne se fera pas contre les intérêts des salariés, ni des syndicats. Elle permettra au contraire au secteur de se projeter pleinement dans l'avenir. Je l'ai démontré à tous ceux que j'ai rencontrés.
Cette réforme n'est pas non plus un projet de fusion, comme vous semblez le dire. C'est la constitution d'une holding exécutive de façon à aligner pleinement les stratégies. Ceux qui veulent assimiler les deux, évidemment, mentent, mais ça ne sera pas la première fois, car il ne s'agit pas du même projet. De même que ceux qui disent que la holding est un moyen pour l'État d'avoir la mainmise sur l'audiovisuel public. Ah bon ? Le mode de nomination ne change pas. Donc je ne vois pas en quoi la mainmise de l'État serait aujourd'hui plus importante que par le passé. Alors il n'y aura aucune remise en cause de la diversité des rédactions, la richesse, l'éclectisme et la créativité des contenus. La réforme permettra un rayonnement infiniment plus puissant des contenus avec des stratégies de diffusion renouvelées. Cette réforme ne remettra pas en cause l'identité des différentes entreprises et ne se fera pas au détriment de l'une des entités. Comme elle ne vise pas d'ailleurs à faire des économies, au contraire, à défendre la trajectoire à venir. Dire que ce projet aurait pour effet d'affaiblir l'audiovisuel public, alors que j'ai fermement soutenu la réforme du financement de l'audiovisuel public, lui permettant non seulement de sanctuariser son indépendance, mais également son montant. Si je ne croyais pas à l'audiovisuel public et à son indépendance, la première variable d'ajustement aurait été son budget. De plus, la création, je le rappelais tout à l'heure, de la holding en 2000, puis l'entreprise unique en 2009, a-t-elle affaibli l'audiovisuel public ? Je ne le crois pas, puisqu'ils sont évidemment plus en demande encore de coopération et d'intégration. Qui reviendra aujourd'hui sur cette réforme ? Personne. D'ailleurs, c'est pour cela que l'intégration est encore plus nécessaire, comme dans toutes les autres démocraties européennes. Le débat sur l'audiovisuel public ne peut pas être la chasse gardée de quelques-uns. Il est là le scandale. L'audiovisuel public, c'est bien plus que cela. Et face au bouleversement du monde, avoir un audiovisuel public fort, c'est aussi un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu de culture et d'accès à la culture, mais aussi de démocratie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant aux orateurs de groupe et nous commençons par le Rassemblement national avec Monsieur Philippe Ballard pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Comme vous le savez, nous défendons depuis toujours la privatisation d'une partie de l'audiovisuel public. L'audiovisuel outre-mer, la Voix de la France dans le monde ne seront pas concernés et l'INA serait transférée au ministère de la Culture et intégrera les archives nationales. Cette privatisation de l'audiovisuel public, dont il est de toute façon de plus en plus difficile de distinguer la spécificité, permettra de consolider le secteur audiovisuel qui subit, on le sait tous, la concurrence de plateformes aux moyens absolument considérables. Le manque d'objectivité et de la partialité évidente de certains programmes diffusés sur ces chaînes publiques nous amène à nous interroger sur le respect de la déontologie, de l'honnêteté, de l'indépendance, du pluralisme, de l'information et de l'expression pluraliste des courants de pensée que le législateur avait pourtant également confié au secteur public. Par ailleurs, nous nous inquiétons du sort que vous vous apprêtez à réserver à un bon nombre de propositions du texte concernant le privé. Alors même que nos entreprises, on le sait tous, du secteur sont de plus en plus en proie aux attaques des GAFAN, vous renvoyez au calendrier grec les réformes nécessaires qui pourraient donner un peu d'air aux acteurs du secteur qui croulent sous des normes absolument désuètes. L'accès aux téléviseurs connectés par Wi-Fi, ne passant plus par les fournisseurs d'accès à Internet, ne cesse de se développer. L'Arcom n'aurait alors plus aucune prise pour garantir la visibilité appropriée des chaînes françaises. Nous n'aurons plus le choix qu'entre Amazon, Disney, Netflix, YouTube sur nos téléviseurs connectés, car les GAFAN auront pu s'offrir à coups de milliards de dollars leur référencement auprès des constructeurs de télévision. Sans compter que selon la dernière étude de l'Arcom, les plateformes capteront bientôt les 2/3 des revenus publicitaires. Alors face à cela, il est indispensable de s'atteler rapidement au chantier de la souveraineté audiovisuelle française, notamment en assouplissant les normes anti-concentration. L'heure n'est pas nécessairement à la constitution d'une holding, mais plus que jamais à la concentration du secteur. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au groupe Ensemble pour la République avec Céline Calvez. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, je tiens tout d'abord à réaffirmer le soutien des députés du groupe Ensemble pour la République à l'audiovisuel public.
pilier stratégique de notre paysage médiatique et vecteur essentiel de culture, mais aussi de cohésion sociale. À une époque où les bulles informationnelles se multiplient, il est impératif de disposer d'un service public fort, garant de l'accès à une information diversifiée de qualité pour tous nos concitoyens. Aussi, et cela a déjà été dit, cela fait 10 ans que des réflexions sont menées sur l'évolution de la gouvernance de notre entreprise de l'audiovisuel public, créant d'une part une forte incertitude pour les salariés qui s'interrogent quant à leur avenir et entravant d'autre part la gestion de ces structures par leurs dirigeants, dont nous saluons néanmoins l'immense travail accompli dans un contexte aussi complexe. Il est maintenant l'heure de trancher. Après 7 années d'implication personnelle sur ces dossiers, fort de ces expériences, aussi bien ici, dans cette assemblée, qu'au conseil d'administration de France Télévisions ou de Radio France, une conviction s'est imposée à moi. Il faut un pilote dans l'avion. Les tentatives de synergie, bien que louables, n'ont pas produit les résultats escomptés. Si des initiatives telles que France Info et ICI ont été lancées pour favoriser la coopération entre les entités, force est de constater que les synergies, coopérations restent encore insuffisantes. Une gouvernance éclatée freine la mise en œuvre de projets communs ambitieux et l'optimisation des ressources. À ce titre, la création d'une holding exécutive apparaît comme une solution pertinente pour remédier à ces défis. Ce modèle permettrait de centraliser les décisions stratégiques et de mutualiser les moyens, tout en offrant une souplesse suffisante afin de préserver l'identité, les spécificités de chaque entité du service public. Pour cela, il est nécessaire que le pilote puisse disposer de marge de manœuvre suffisante afin de mener à bien ses missions. Mais la confiance n'empêche pas le contrôle. Il apparaît dès lors crucial d'encadrer le choix de ce dirigeant ainsi que les actions de la holding par la mise en place d'un contrôle parlementaire renforcé. À cet effet, le groupe EPR a déposé certains amendements visant à accroître les pouvoirs du législateur dans la désignation du PDG ou encore à renforcer l'association du Parlement dans la rédaction et la mise en œuvre des conventions stratégiques pluriannuelles qui détermineront les grandes orientations de l'audiovisuel public. Enfin, bien que le chapitre 2 de cette proposition de loi risque de ne pas être étudié en raison du nombre important d'amendements d'obstruction déposés, il est primordial de construire un consensus autour des mesures qu'il contient et de les intégrer, pourquoi pas dans le cadre du futur projet de loi EGI, afin de leur accorder l'attention qu'elles méritent et de permettre un débat approfondi. Dès lors, avec nos propositions de renfort de la place du Parlement, le groupe EPR soutiendra l'adoption de cette proposition de loi, convaincu qu'une gouvernance unifiée et structurée renforcera l'efficacité et la pertinence de notre audiovisuel public au bénéfice de tous nos concitoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe LFI-NFP avec Aurélien Saint-Toul. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous ne voulons pas de cette réforme, évidemment. Nous n'en voulions pas quand vous la présentiez sous la forme d'une fusion. Nous n'en voulions pas sous la forme d'une holding non exécutive et maintenant d'une holding exécutive. Personne n'en veut d'ailleurs, ni les syndicats, ni les salariés qui font grève dehors et que je salue, ni la Commission des finances qui a voté pour supprimer l'article 5 hier. Et dans votre propre camp, vous essuyez le désaveu des précédents ministres de la Culture. Vous vous acharnez à vouloir réunir sous une structure unique des entités aux missions, aux métiers et aux enjeux différents. En réalité, c'est parce que la holding vous permettra de contourner le Parlement et de renforcer l'exécutif. Et puis, vous nous avez fait le coup avec les autres services publics, EDF, la SNCF, la Poste. D'abord, on regroupe sous une holding au nom de prétendues économies, on multiplie les filiales, on casse les statuts, on casse l'outil et on présente la privatisation ensuite comme une évidence. En attendant, vous vous assurez que le financement public de l'audiovisuel public soit capté néanmoins par le privé via l'externalisation de toutes les fonctions. France 24 et France Télé sont déjà largement dépendantes de la sous-traitance et leurs travailleurs en sont déjà précarisés. Mais Radio France et l'INA conservent encore une production internalisée et votre réforme offrira ainsi au privé un marché qui était jusqu'alors inaccessible. Vous l'affaiblissez donc pour mieux la livrer à vos amis milliardaires. Pour vous justifier, vous relayez des éléments de langage sur la concurrence des plateformes numériques, accusées de capter le marché publicitaire, mais problème, l'autorité de la concurrence elle-même a rappelé que les marchés publicitaires de l'audiovisuel et du numérique sont distincts. Et de toute façon, votre texte n'aura aucun effet pour limiter l'emprise des plateformes. Ce projet est une attaque directe contre la diversité culturelle et le pluralisme de l'information. Il vise à imposer une vision unique. Il poursuit ce que la fusion des marques France Bleu et France 3 sous l'étiquette ICI a par exemple entamé, au mépris d'émissions de proximité pourtant si importantes dans la lutte contre la désinformation sur laquelle prospère l'extrême droite.
Vous dites vouloir renforcer la présence des Outre-mer, par exemple, mais vous le faites en supprimant la chaîne dédiée France Ô, dans ma circonscription à Malakoff, en fermant le siège de la chaîne, en imposant une précarité grandissante aux équipes, en réduisant les moyens qui y sont spécifiquement destinés, et avec pour résultat que, selon l'ARCOM, les personnes ultramarines représentaient jusqu'en 2020 environ 10% des personnes présentes à l'écran, contre 3% en 2021 et 1% seulement en 2022. Vous cherchez en réalité à faire disparaître l'idée que l'audiovisuel peut être autre chose que la médiocrité de messieurs Hanouna et de bien d'autres. Le service public, en réalité, c'est la mauvaise conscience des laquais de Bolloré face à la médiocrité et l'amnésie. C'est l'INA qui publie par exemple des archives qui font voler en éclats les préjugés racistes et antipopulaires. Le service public, c'est l'outil disponible le plus puissant qui pourrait être mis au service de l'éducation populaire. Vous pourrez bien sûr nous jurer la main sur le cœur que vous ne vous souciez que de son bien, de son avenir, mais en fait, après 8 années de macronisme, plus personne ne vous croit. Je vous remercie. Nous passons au groupe socialiste et apparenté avec Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs. L'audiovisuel public est un pilier fondamental de notre démocratie et de notre diversité culturelle. Il garantit une information libre, pluraliste et accessible à toutes et tous. Pourtant, le gouvernement veut imposer une réforme précipitée de sa gouvernance, menaçant la pérennité de ses missions de service public. Nous, députés socialistes, dénonçons avec force ce projet de holding exécutive, prélude évident à une fusion absurde et brutale. Sans vision claire, les gouvernements successifs se sont contentés d'une gestion erratique et brutale de l'audiovisuel public. Depuis la première lecture de la proposition de loi Lafon au Sénat, les improvisations s'enchaînent. Nous voudrions d'abord dénoncer avec force l'absence totale d'études d'impact préalables, malgré nos multiples interpellations. Madame la Ministre, vous tentez de passer en force à tous les niveaux, sans concertation sérieuse des dirigeants des différentes sociétés de l'audiovisuel public et des représentants de personnel. Quel impact économique et budgétaire? Quel impact social? Quel impact sur le pluralisme et l'indépendance de l'information? Quel impact sur la radio? Quel impact en matière de création audiovisuelle et de diversité culturelle? Quel impact sur l'écosystème médiatique global, en particulier sur le partage des recettes publicitaires dans un contexte, ça a été évoqué, déjà particulièrement délicat? Toutes ces questions restent totalement sans réponse. Sans vision stratégique, ce projet pourrait être ainsi funeste pour l'audiovisuel public. Son avenir ne peut être sacrifié en raison de calculs politiques à court terme faits sur l'autel de l'improvisation. L'audiovisuel public, pour relever une de vos nombreuses erreurs dans votre propos introductif, est largement moins financé en France que chez nos voisins allemands, par exemple, et britanniques. Pour rappel, l'audiovisuel public est 2 fois moins financé que l'audiovisuel public allemand, qui, au demeurant, n'est pas unifié, à 40% de moins que l'audiovisuel public belge, 30% de moins qu'au Royaume-Uni. En 2025, le budget de l'audiovisuel public s'élève à moins de 4 milliards d'euros, un montant modeste en comparaison de nombreux pays. Alors que le gouvernement n'a pas respecté les engagements budgétaires, encore même lors de la discussion du projet de loi de finances, avec des amendements du gouvernement en toute fin de discussion budgétaire, à tel point que les contrats d'objectifs et de moyens ont été repoussés par la représentation nationale, tellement vous n'honorez pas les engagements d'actionnaires qui vous lient. Dans un contexte de finances publiques fragiles, évidemment, cette réforme apparaît totalement inadaptée et à contretemps. De fait, déstabiliser ce patrimoine est d'autant plus dangereux car l'audiovisuel public est à la croisée de 2 enjeux majeurs, l'audiovisuel extérieur et l'information de proximité. Et nous aurons l'occasion d'y revenir longuement. Ce n'est pas, Madame la Ministre, un petit club de CSP+. Il s'agit des Françaises et des Français, souvent les plus modestes, pour lesquels le service public audiovisuel est un lien au monde, un lien à leur territoire, un lien à leur histoire. Nous aurons l'occasion de démonter tous les arguments très superficiels qui sont mis en avant, notamment dans cette pseudo-étude d'impact. Nous avons le droit d'avoir une vision différente et d'avoir le droit de la défendre ici, et notamment à l'unisson de tous les acteurs du secteur, responsables, salariés, syndicats et associations professionnelles. Nous y reviendrons longuement lors de nos échanges. Je vous remercie. Pour la droite républicaine, Frédéric Meunier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs. Cette proposition de loi a fait l'objet de divers travaux, rapports et textes de loi ces dernières années, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, sans jamais aboutir. J'ai eu une pensée ici pour Jean-Jacques Gaultier, qui fut à l'époque très impliqué sur ce sujet. Ce texte fut victime de la dissolution, puis de la censure, et malheureusement est profondément modifié aujourd'hui. En effet, la première version du texte reposait sur 2 piliers.
un regroupement de l'audiovisuel public qui devait se faire en 2 étapes et une révision de la loi du 30 septembre 86 relative à la liberté de communication. Aujourd'hui, ce nouveau texte propose de fusionner les 4 structures de l'audiovisuel public en une seule entité, France Média, à l'issue d'une phase transitoire prenant la forme d'une holding et non d'une fusion prévue initialement. On peut s'interroger quant à l'exclusion de France Média Monde dans ce rapprochement qui pourrait conduire à son affaiblissement, parce qu'elle ne pourra pas bénéficier des synergies utiles engendrées par la fusion. Mais je connais l'énergie de Marie-France Saragosse qui aura le punch nécessaire pour y faire face avec son équipe. De plus, le gouvernement a entièrement supprimé la 2e partie du texte portant sur la révision de la loi du 30 septembre 86. C'est en effet très regrettable car cette partie visait à réduire les asymétries entre les médias audiovisuels et les grandes plateformes, ces géants du streaming qui, eux, malheureusement, sont beaucoup moins régulés. Enfin, il semble qu'il reste plusieurs points à éclaircir. Le financement unique. Il est évoqué un coût nul pour la constitution de cette holding. En est-on sûr ? Comment va être nommé le président afin que ce rassemblement n'entrave en rien la liberté éditoriale de chaque média? La nomination du PDG de la holding doit se faire directement par l'ARCOM, qu'il puisse prétendre à une indépendance totale. Des rapprochements géographiques sont envisagés. Comment rassurer les journalistes sur la création d'une rédaction unique et la possible fin de leur spécificité au profit de l'uniformité, quand par exemple le découpage régional n'est pas le même pour France 3 et ici Limousin. Je regrette le manque de communication et d'explication de cette loi de l'audiovisuel public auprès des acteurs salariés qui font fonctionner nos radios et France Télévisions. Acteurs qui, je n'en doute pas, aiment leur outil de travail et leur métier. Le groupe Les Républicains est favorable à cette réforme qu'il souhaite depuis de nombreuses années. Cette loi est une occasion de consolider le secteur audiovisuel, de le renforcer face aux nouveaux acteurs privés. Même si nous regrettons vivement de nombreux changements apportés à cette dernière version, Madame la Ministre, nous vous suivrons pour cette loi. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste et social, Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, nous ferons tout pour empêcher cette réforme, car elle est dangereuse. Et vous le savez, à plus d'un titre. Elle est dangereuse aussi parce que vous avancez dans l'opacité. Ah, certainement, on ne peut pas accuser le gouvernement d'obstruction. Nous n'avons pas encore aucun des amendements du gouvernement à ce jour qui sont rentrés dans la plateforme et loi. Nous n'avons aucune possibilité de comprendre quel est le projet du gouvernement. Pourtant, il s'agit bien d'un projet du gouvernement puisque c'est vous-même qui avez appelé cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Quel est votre projet? Nous ne le savons pas, d'autant plus que la, entre guillemets, étude d'impact qui nous a été fournie ne nous donne que bien peu d'éléments. Et ceux-ci sont à peu près contradictoires avec la vision que nous a partagée Madame Bloch lorsque nous l'avons auditionnée. Ah, il faudrait des filiales? Oh ben non, c'est pas si sûr. Ah, il faudrait une plateforme commune? Ah non, pas du tout. Il faut quelques émissions en commun. Écoutez, il n'y a aucune cohérence entre cette réforme, entre cette étude d'impact et les éléments oraux que nous a donnés Madame Bloch encore au début de son travail. Cette réforme, elle est extrêmement dangereuse et vous avancez dans l'opacité. L'indépendance, oui, c'est un sujet majeur, Madame la Ministre. Si vous ne comprenez pas qu'il est plus facile de faire pression sur une seule personne que sur 5, c'est que vous ne voulez pas comprendre. Appauvrissement, bien sûr, également. Appauvrissement qui est déjà constaté cette année, l'année dernière, dans les budgets, et que nous voyons avec presque un mépris du Parlement dans l'étude d'impact quand il est dit que la création de la holding ne coûterait rien. Parce qu'on mettra des personnels à disposition dans les entreprises existantes, comme si dans les entreprises existantes, on pouvait trouver, après les multiples plans sociaux qui ont été mis en œuvre ces dernières années, des personnes qui ne font rien, qui n'ont rien à faire, et qui donc vont travailler au tricotage de cette holding. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, bien entendu, la question de l'appauvrissement budgétaire se pose. Les mutualisations, bien entendu, très souvent sont faites pour cela.
Et cet appauvrissement financier viendra également sur un appauvrissement éditorial, un appauvrissement culturel que nous dénonçons et que nous refusons avec force. Alors oui, nous nous opposerons de toutes nos forces à cette réforme. Et je voudrais terminer par un message de soutien à tous les grévistes qui aujourd'hui sont très nombreux et leur dire que contrairement au président Macron, Madame la ministre, je vous prie de respecter le temps de parole des parlementaires. Oui, je crois il est plus léger que le vôtre. Allez-y, je vous laisserai quelques secondes. Merci, Madame la Présidente. Que je soutiens les grévistes et que, contrairement au président Macron, nous n'avons pas honte de l'audiovisuel public, nous en sommes fiers. C'est pour ça que vous voulez le torpiller. Bien, je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant au groupe. Je cite. Alors, on va se mettre d'accord que quand il y a des orateurs de groupe qui parlent, il n'y a que l'orateur de groupe qui parle, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Nous allons suspendre dans 7 à 8 minutes, c'est-à-dire qu'on va faire passer encore 2 orateurs de groupe. Ensuite, il y aura la suspension pour aller voter sur la proposition de loi narcotrafic et on reviendra finir. Je propose à Erwan Balanant pour les démocrates de prendre la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je crois que nous partageons tous, enfin je l'espère, dans ce moment particulier de révolution géostratégique, de monde en plein tourment, la nécessité d'avoir un audiovisuel public français fort, puissant et capable d'apporter des réponses étayées, de respecter un cadre déontologique. Et je crois que nous avons la chance d'avoir cet audiovisuel public aujourd'hui dans ce pays qui fonctionne. Alors, faut-il repousser toutes les réformes? Comme je l'ai entendu, nous ferons tout pour faire échouer cette réforme, nous nous opposerons à cette réforme. Je crois qu'il faut qu'on ait le débat sur ce que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons tous cet audiovisuel puissant? Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut que nous travaillions collectivement dans ce temps qui commence aujourd'hui, qui est un temps qui est la continuation de longs débats sur ce sujet. Je crois que les choses sont effectivement, il faut le dire, un peu mal embarquées depuis un moment, parfois pour des postures idéologiques et parfois par une volonté d'aller vite. Mais pas... Je n'accuse personne, je crois qu'on est tous co-responsables. Sur les questions qui ont été développées jusqu'à maintenant, je remercie Madame la Ministre que vous ayez écouté les propos et ce que nous avons porté depuis longtemps, et le Président Fuchs l'a bien dit, sur France Média Monde. Le groupe démocrate se pose plein de questions sur ce texte. Nous voulons, je le redis, un audiovisuel puissant, un audiovisuel fort. Nous voulons que nous nous posions les questions autour des usages, autour du public, autour des contenus. Comment tout cela va évoluer et quel est le meilleur outil pour que ces choses évoluent? Alors, il nous reste beaucoup de questions sur la holding. Nous avons des interrogations telles que vous la présentez. Elle donnerait lieu visiblement à une enveloppe budgétaire unique à la main du PDG, ou de la PDG d'ailleurs, qui fléchera ensuite sur ses filiales la somme qui leur reviendra. Lequel PDG aura donc des pouvoirs renforcés sur les directeurs généraux, directeurs que par ailleurs il nommera. Nous, comme beaucoup d'autres, nous sommes convaincus que s'il faut une gouvernance unique, il faut aussi prendre en compte les habitudes, les habitudes de travail de chacun des groupes et aussi les spécificités parfois techniques. On ne fait pas de la télé comme on fait de la radio. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous assurer que cette holding exécutive ne pourra pas conduire à une fusion? C'est une vraie question qu'a le groupe démocrate. On aura d'autres questions, comme j'ai l'impression que les débats seront riches, on pourra y revenir. En tout cas, aujourd'hui, nous nous interrogeons et Madame la Ministre, nous espérons que vous pourrez nous convaincre à faire avancer l'audiovisuel public français. Je vous remercie. Nous passons maintenant au groupe Horizon et Indépendants avec Béatrice Bellamy et ensuite on suspend. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous commençons aujourd'hui l'examen de la proposition de loi portant réforme de l'audiovisuel public. L'issue que nous donnerons à ce texte permettra de déterminer l'avenir de l'audiovisuel public français dans le but notamment d'assurer sa pérennité pour les prochaines décennies. Ce texte, porté avec détermination par le président Laurent Lafon et ses collègues du Sénat,
constitue un appel à une meilleure articulation entre le service public audiovisuel et les attentes de la société. C'est une avancée mesurée dans un contexte marqué par la nécessité de concilier attractivité, pluralisme et efficience. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail des rapporteurs Virginie Duby-Miller et Jérémy Patrié-Létus. Leur engagement et leur expertise sont cruciaux dans la conduite de cette réforme et dans le but de poursuivre la philosophie de celle engagée par le gouvernement en 2020, malheureusement brusquement stoppée par la crise sanitaire. Il ne faut cependant pas ignorer que certaines voix expriment des réserves quant à la mise en œuvre de cette réforme. Sur ce point, il est essentiel de rassurer les acteurs. Il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour réfléchir de manière stratégique aux implications de la création de la holding France Média dès l'année prochaine. Nous devons nous assurer que cette évolution se fera dans un cadre qu'il ne confond pas efficacité avec précipitation, afin de répondre au mieux aux attentes des Français et de promouvoir un audiovisuel public qui maintient sa qualité. Le groupe Horizon et Indépendants fait sien le constat du gouvernement et du Sénat qui fonde le chapitre 1 de la proposition de loi. Une réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public français est attendue et nécessaire. Jusqu'ici, le rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public s'est traduit par quelques projets communs dans une démarche de coopération par le bas, qui a produit des avancées, mais qui sont lentes et difficiles. Cette coopération ne permet pas de mener à bien dans des délais raisonnables des rapprochements structurants, par exemple celui des réseaux de France 3 et France Bleu. Le groupe Horizon et Indépendants partage donc l'ambition de cette réforme de l'audiovisuel public qui doit permettre de proposer une offre plus riche, mieux mise en avant sur tous les canaux de diffusion pour qu'elle puisse continuer de s'adresser à tous les Français. Je vous remercie. Madame et Monsieur les rapporteurs, il est peu de dire que le parcours de cette proposition de loi a été compliqué jusqu'à présent. Ce texte sur l'avenir de l'audiovisuel public est un texte qui va faire débat au sein de cette commission tout au long de cette semaine et sans doute prochainement dans l'hémicycle. Pour autant, je suis convaincu que nous avons besoin de consolider dès à présent notre audiovisuel public pour le rendre plus fort, plus compétitif et plus adapté au monde réel de l'audiovisuel d'aujourd'hui. Alors peut-être qu'il nous a manqué une véritable étude d'impact sur les contours de cette réforme, sur les objectifs réels, sur son coût, mais aussi sur les gains en matière de coopération, de diffusion, d'audience. Une comparaison détaillée avec les pays étrangers et des expériences de regroupement dans la vie privée aurait par exemple été bénéfique. Il aurait été préférable sans doute aussi que la mission qui a été confiée à Laurence Bloch et dont les résultats sont attendus en juin ait été achevée avant nos débats, même si celle-ci devrait essentiellement traiter de propositions éditoriales. Car la principale inquiétude qui existe à l'endroit de ce texte est l'incertitude d'un grand nombre d'acteurs sur la stratégie souhaitée pour l'audiovisuel public et les moyens qui seront donnés pour les atteindre. À titre personnel, je considère que la création d'une holding peut être un outil très intéressant afin d'impulser une stratégie commune et ambitieuse pour les différentes entités, afin de développer les projets de coopération de manière plus efficace. La priorité doit être la diffusion des contenus qui sont de qualité, mais qui gagneraient à évoluer pour correspondre aux nouvelles pratiques de consommation. Toutefois, une telle holding doit respecter un certain nombre de conditions. Tout d'abord, la présence de l'audiovisuel extérieur n'est pas pertinente, du fait de stratégies différentes et pour des raisons de garantie d'indépendance à l'étranger. Notre groupe avait déjà adopté un amendement pour exclure France Médias Monde de la holding, ce que nous maintenons. Par ailleurs, et vos propos introductifs sont rassurants, Madame la Ministre, la holding ne doit pas avoir pour objectif la rationalisation budgétaire. Il serait paradoxal de poursuivre une politique d'économie en prétendant vouloir conduire une réforme de modernité et de développement. À ce titre, la question des financements et de la répartition des moyens gagnerait à être plus sécurisée. Enfin, la question de la gouvernance est primordiale, ce qui implique un meilleur équilibre entre efficacité stratégique d'une part et le respect des spécificités et libertés éditoriales des autres filières d'autre part. De la même manière, nous considérons que le rôle de contrôle démocratique du Parlement doit être renforcé, notamment lors de la procédure de nomination, et nous aurons des amendements à ce sujet. Une réforme d'une telle ampleur nécessite une vision claire sur ce qui est attendu de l'audiovisuel, afin que la holding ne devienne pas une simple coquille vide. Pour conclure, je tiens à réaffirmer que ce texte est un texte utile pour notre audiovisuel public, mais qu'il arrive dans des conditions particulières qui rendent difficile un débat pleinement apaisé, ce que nous regrettons. Je vous remercie. Nous passons au groupe au groupe GDR avec Soumia Bouroua. Groupe GDR.
Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui prétend renforcer l'audiovisuel public, mais qui en réalité l'affaiblit. Derrière les discours sur la modernisation et la souveraineté, ce texte remet en cause l'indépendance, le financement et la mission même du service public audiovisuel. Après un premier examen qui n'avait pas dépassé le stade de la Commission en mai 2024, puis sa suppression de l'ordre du jour en raison de la censure du gouvernement Barnier, notre Assemblée s'apprête à examiner la proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat relative à cette réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle. Mon groupe s'y oppose car réduire le rôle de l'audiovisuel public, c'est fragiliser le pluralisme, l'accès à l'information et la diversité culturelle. Il est de notre devoir de la protéger. Dès 2020, mon groupe s'est opposé au projet de holding en considérant qu'il ne permettra pas de renforcer la spécificité de l'audiovisuel public, mais qu'il sera plutôt un facteur de déstabilisation, de surcoût et de perte de créativité. Cette critique est amplement partagée par les syndicats qui ont dénoncé le risque d'une structure coûteuse, financée sur le dos des filiales, et qui mettrait en concurrence entre elles. Ils étaient ce midi dans les abords de l'Assemblée pour se faire entendre, et nous avons été nombreux à aller à leur rencontre pour les écouter, les soutenir. D'ailleurs, une grève de 2 jours a démarré hier dans l'audiovisuel public, Radio France, France Inter, pour protester contre ce projet de holding. Madame la Ministre, ce qui est indispensable aujourd'hui, ce n'est pas d'impulser une réforme de la gouvernance de l'audiovisuel contre l'avis des travailleurs et des experts, mais de garantir les bases de son indépendance et de sa singularité. Les atouts de notre modèle public sont aujourd'hui remis en cause par vos politiques d'austérité ainsi que par le choix fait par le président de la République d'un modèle de financement qui exonère les plus fortunés de toute contribution. Nous l'avons maintes fois dénoncé et nous ne cesserons pas de le rappeler. L'affectation d'une fraction de la TVA n'est pas seulement un mode de financement socialement injuste, mais c'est un mode de financement incapable de garantir la stabilité et la prévisibilité des moyens dont l'audiovisuel public a besoin. C'est pourquoi mon groupe, avec notre collègue Sophie Tellier-Pollan, avons déposé par voie d'amendement d'instaurer un prélèvement de 0,25% sur les revenus imposables du contribuable. Le retour d'une contribution à l'audiovisuel public serait totalement justifié pour maintenir un lien fort avec les citoyens et garantir la plus grande indépendance possible de l'audiovisuel public vis-à-vis du pouvoir politique et économique. Si la création d'une holding est sans doute dans la mesure plus problématique de ce projet de loi, nous sommes tout aussi opposés à l'exclusion de l'obligation du must carry pour les plateformes OTT ou à la proposition d'instauration d'une 3e coupure budgétaire publicitaire qui aura pour conséquence de saturer le paysage audiovisuel des réclames et accélérera le recours des usagers aux plateformes de streaming. Je vous remercie. Je voulais parler aussi des outils. Merci. Pour le groupe UDR, nous écoutons Bartholomé Lenoir. Je vous demanderai un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous estimons qu'il est important de réformer l'audiovisuel public, tout d'abord pour faire face à un contexte international concurrentiel, plus concurrentiel, avec l'essor des plateformes, les groupes internationaux. Tout cela nécessite des adaptations. Nous croyons aussi qu'une réforme est nécessaire par respect envers les contribuables. Néanmoins, le groupe UDR émet des réserves concernant France Médias Monde qui, selon nous, ne devraient pas être intégrées à la holding, mais aussi concernant le plafonnement des recettes publicitaires. Enfin, nous estimons qu'il est important d'envisager les défaillances en termes de représentation nationale et d'impartialité dans l'audiovisuel public. Je vous remercie. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va passer aux 3 questions de 1 minute et ensuite on donnera la parole au rapporteur et à la ministre. Rodrigo Arenas. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le micro, voilà. La technique. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Comme nous toutes et tous, je suis interpellé par l'ensemble des intersyndicales des travailleurs de l'audiovisuel public. D'ailleurs, ils étaient encore mobilisés il y a quelques instants, ça a été rappelé devant l'Assemblée nationale, pour dire leurs inquiétudes à voir cette réforme aboutir. Ils ne veulent pas de votre réforme, pas par simple caprice, comme vous laissez entendre, mais parce qu'ils n'aimeraient pas, par principe, Rachida Dati non plus, ce n'est pas le sujet, mais bien parce qu'ils craignent une concentration importante des pouvoirs en quelques mains, parce qu'il apporte... Pardon ? C'est bon ? Je continue ?
continuez, monsieur. Je peux m'interrompre? Je continue? Ou recommencer si vous voulez, mais continuez. Merci. Ok. Comme on a fait 22% au présidentiel, on peut parler manifestement. Donc on peut y aller. Je recommence comme vous voulez, Allez-y, comme vous voulez. Je vous donne la possibilité des deux choix. Allez-y, reprenez depuis le début. Très bien, merci Madame la Présidente. Donc, Madame la Ministre, comme nous tous et tous, je suis interpellé par l'ensemble des intersyndicales des travailleurs de l'audiovisuel public. D'ailleurs, ils étaient encore mobilisés il y a quelques instants devant l'Assemblée nationale pour dire leurs inquiétudes à voir cette réforme aboutir. Ils ne veulent pas de votre réforme, pas par simple caprice, pas parce qu'ils n'aimeraient pas par principe Rachida Dati, mais bien parce qu'ils craignent une concentration importante des pouvoirs en quelques mains, parce qu'à cette perte d'indépendance s'ajouterait une réduction des programmes et une perte de qualité des contenus, parce qu'une fusion s'accompagne toujours, absolument toujours, d'une casse sociale. Les questions qu'ils se posent sont multiples. Je vais vous poser l'une d'entre elles. Votre étude d'impact prétend que cela ne coûtera rien à l'État. Pourtant, même des membres du conseil d'administration de Radio France ont affirmé que cela allait coûter des millions. Pour rappel, la fusion de France Télévisions avait coûté au bas mot plus de 200 millions d'euros. Pouvez-vous nous dire si vous allez ou pas commander une réelle étude d'impact pour que nous sachions véritablement combien cette réforme inutile va compter à l'ensemble des contribuables? Je vous remercie. Je vous remercie. Stevie Gustave. Madame la Ministre, chers collègues, collaborateurs et messieurs les rapporteurs, il y a 6 ans, la chaîne France O disparaissait. Faiblement dotée financièrement, relativement jeune, cette chaîne répondait pourtant aux missions des services publics, de représentation de la diversité de la société française et notamment des Outre-mer. Sous couvert de faible audience, cette chaîne a réellement été supprimée pour des raisons économiques. Mais quelle réelle économie avons-nous fait ? Depuis sa suppression, le constat est sans appel. Moins de représentativité et moins de visibilité des Outre-mer. Le rapport du Sénat de 2019 nous alertait déjà. Le rapport de l'ARCOM de 2023 nous le confirme. Les personnes non blanches sont de moins en moins représentées. Il ne s'agit pas de relancer France O, mais nous ne pouvons plus nous arrêter à une vision des Outre-mer, alternant paysage de cartes postales et crise sociale. Il s'agit d'engager une réflexion de fond sur les bénéfices réels d'un média public dédié aux Outre-mer, au-delà des logiques purement économiques. La diversité de la société française passe par un média fort et indépendant. Je vous remercie. Nous passons maintenant à Frédéric Maillot pour la dernière question. Merci beaucoup. Monsieur Gustave, le micro, s'il vous plaît. En mettant en place cette holding, ce qui va se passer, c'est l'invisibilisation encore plus des Outre-mer. Mes collègues l'ont dit, vous savez, dans les Outre-mer, on est 2,7 millions d'hommes et de femmes. Et vous savez combien de temps on a chaque jour dans le service audiovisuel public? 9 minutes. 9 minutes pour 2,7 millions de téléspectateurs. Alors ma réponse est simple. Qu'est-il prévu pour les 9 stations du pôle Outre-mer dans le cadre de cette réforme, elles qui souffrent déjà d'un manque de visibilité depuis la fermeture de France O? Madame la Ministre, vous avez dit que c'est un faible pourcentage qui est en grève dans les rues actuellement. Je peux vous dire qu'à 11 000 km d'ici, c'est-à-dire à La Réunion, chez moi, ils sont tous sur le pied de grève pour combattre cette réforme. Donc, il n'y a pas que l'Hexagone, l'ensemble des Outre-mer y est opposé aussi à cette réforme injuste qui invisibilise encore plus les Outre-mer. Je vous remercie. Nous passons donc maintenant la parole aux rapporteurs pour leurs réponses. Bien. Merci à l'ensemble des représentants des groupes pour leur prise de parole. On voit qu'effectivement, il y a des avis très tranchés sur cette proposition de loi. Alors, je ne vais pas revenir sur les caricatures et les superlatifs qu'on a pu entendre, attaque directe contre le pluralisme, projet funeste, réforme dangereuse, affaiblissement de l'audiovisuel public, réforme inutile, qui ont conduit d'ailleurs à une obstruction très importante avec plus de 1000 amendements. Il faut savoir que c'est 50 fois plus qu'au Sénat sur le même texte. Alors, sur les critiques qui ont été émises, elles sont contradictoires évidemment avec l'esprit de ce texte qui vise au contraire à consolider l'audiovisuel public dans un contexte de globalisation, de guerre informationnelle et de fake news. Nous étions également présents pour l'audition de Laurence Bloch et moi, je n'ai pas du tout entendu les mêmes choses que vous. On aura aussi l'occasion d'y revenir.
Et je voulais dire que sur son rapport, dont elle rendra d'ailleurs un point d'étape fin avril avant le rendu définitif en juin, on ne peut la soupçonner d'une quelconque partialité. Et qu'au contraire, et au regard de son expérience, elle est pleinement favorable à cette réforme et qu'elle considère qu'il faut un pilotage stratégique qui vienne d'en haut pour impulser un certain nombre de synergies dont le secteur a besoin. Vous avez aussi évoqué le fait, plusieurs groupes politiques, que ce n'était pas le bon moment. Mais comme cela a été rappelé, on a eu un certain nombre de rapports, quels qu'ils soient, depuis plus d'une dizaine d'années, qui conduisent tous au même diagnostic. Franck Riester aussi, en 2020, évidemment, avait proposé un texte semblable à celui-ci. Et la conclusion, évidemment, c'est qu'il faut désormais avancer. Et c'est évidemment notre souhait. Donc j'espère qu'on pourra évidemment arriver au terme de ce texte au regard des enjeux. Un mot également pour rappeler qu'au niveau européen, aujourd'hui, seuls 8 pays ont des organisations séparées. Donc on voit que la France fait encore figure d'exception quasiment sur ce sujet. Et puis un dernier mot, parce qu'on aura aussi l'occasion de développer évidemment nos arguments lors de l'examen des amendements. Alors attendez, j'avais perdu le fil. Je ne sais plus à qui je voulais répondre. Oui, c'était, pardon, il y avait un certain nombre de propos concernant le contrôle parlementaire et le fait que, évidemment, les parlementaires soient davantage associés sur un certain nombre d'articles sur ce texte. Et avec Jérémy, ça fait l'objet d'un certain nombre d'amendements que, justement, on a proposés. On considère qu'il faut renforcer, évidemment, le contrôle des parlementaires dans le cadre de cette future holding, à la fois dans le conseil d'administration et dans le conseil d'administration des entités. Et on y reviendra aussi sur les CSP également. Donc voilà un petit peu quelques propos en réponse évidemment à vos prises de parole, mais on aura l'occasion de détailler davantage ces points au moment de l'examen des amendements. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Oui, merci. Très rapidement, dire à notre collègue du Rassemblement national pourquoi supprimer une partie de l'article 2, monsieur Ballard, parce qu'on a considéré que l'objet de cette loi, c'était pas de donner des miettes à l'audiovisuel privé, qui avait un vrai enjeu, que l'audiovisuel privé traversait aussi une crise. L'audiovisuel privé, c'est aussi les radios associatives, c'est aussi des petits acteurs, c'est pas que les grands groupes, et qu'il fallait traiter ces sujets par ailleurs et séparés, et ne pas, dans le cadre d'un texte sur l'audiovisuel public, leur donner comme ça quelques petites miettes qui ne nous paraissaient pas adaptées, mais on partage aussi cet objectif de consolider un audiovisuel privé fort. On a besoin des deux dans notre pays. Voilà pourquoi on a tenu cette position avec la collègue rapporteure. Dire à notre collègue Renaissance, Mme Calvez, que nous partageons votre volonté de renforcer le pouvoir du législateur. C'est le sens des amendements que nous déposerons. Dire quand même à notre collègue LFI que insulter à la fois la ministre et les rapporteurs de laquais du groupe Bolloré, dans un autre contexte, ça s'appelle de la diffamation, et que vos propos sont graves, qu'on est ici, et on l'a dit plusieurs fois, attaché à l'audiovisuel public, que vous considériez que la holding n'est pas la meilleure manière de renforcer l'audiovisuel public, c'est votre choix, c'est votre vision, mais de nous accuser, nous, ici, d'être les laquais de Bolloré, je crois qu'encore une fois, la nuance qui vous caractérise dans votre groupe politique a parlé, et c'est malheureusement très regrettable. Dire à notre collègue Emmanuel Grégoire que pour nous, cette holding n'est pas un prélude à la fusion. Nous considérons que c'est un outil stratégique important, qu'il nous faut un chef d'orchestre, mais nous ne le voyons pas avec Virginie Duby-Muller comme un préalable à la fusion. Dire à Lyotte également à notre collègue Castiglione qu'effectivement, il ne s'agit pas de réaliser des économies et que nous considérons au contraire qu'il faut renforcer cet audiovisuel public et le débat financier ne fait pas l'objet de cette proposition de loi. Enfin, dire à notre collègue Taillé-Polian, quand elle nous explique que tous ces travaux ont été conduits dans l'opacité, je le répète, chers collègues, mais le premier rapport, celui de notre collègue Gattolin, d'Europe Écologie Les Verts à l'époque, 150 pages. On peut être opposé à cette holding, mais de dire que les travaux parlementaires n'ont pas été suffisants, approfondis, me paraît un petit peu revenir sur la vérité de ce qui s'est passé. On comprend les interrogations du MoDem et on espère que les débats d'aujourd'hui et des prochains jours vont permettre d'obtenir un vote favorable des réponses et donc un vote favorable. Et
rassurer, mais je pense que la ministre va le faire, nos collègues favorables à cette holding, nos collègues qui ont interrogé sur l'avenir des Outre-mer et de l'audiovisuel public de l'Outre-mer. Et effectivement, il nous faut obtenir des garanties. Nous sommes attachés aussi à sa pérennité, à son renforcement. Mais nous considérons, pour résumer, que cette holding permettra de renforcer l'audiovisuel dans toute sa diversité et sa richesse. En tout cas, c'est la conviction que nous avons. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Les réponses des rapporteurs ont été très complètes, donc je vais revenir juste pour répondre à M. Balanant sur la fusion. On avait déjà eu un échange sur le sujet d'ailleurs. Ce n'est pas dans ce cadre que nous travaillons. Et vous, à la lecture du texte, vous pouvez vous en rendre compte. Ça n'est pas non plus l'objet de la mission d'ailleurs de Laurence Bloch, qui est très claire sur le projet en lui-même, qui est une holding exécutive et donc qui n'est pas une fusion, parce que les entités restent telles quelles. Les conseils d'administration sont séparés, ils restent tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, si demain il devait y avoir une fusion, il faudrait repasser par la loi. Donc de toute façon, il ne peut pas y avoir de fusion sans repasser par la loi. S'il devait y avoir une modification de la gouvernance, nous serions obligés de repasser devant le Parlement. Donc le projet est évidemment très clair. Et vous le reconnaissiez vous-même, et d'ailleurs et tous ceux qui vous entourent, la nécessité sur cette holding exécutive, c'est d'avoir un seul chef d'orchestre qui permet non seulement d'aligner les stratégies, mais aussi accélérer les coopérations. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, Madame Bellamy, c'est vrai que ces coopérations qui ont été accélérées l'année dernière, parce que j'avais évidemment rencontré les dirigeantes des deux entreprises, puisque quand je suis arrivée, les coopérations étaient très marginales. Elles se sont améliorées sur 2024. Et donc, mais c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est très compliqué, puisque entre les deux sociétés et leurs dirigeants, c'est très compliqué, comme chacun sait. Donc, les entités juridiques existantes sont maintenues. Donc, il n'y a pas évidemment de fusion. Donc, c'était la réponse que je souhaitais vous apporter. Sur les autres orateurs, que ce soit pour Salvatore, je crois que les réponses, hier, je vous en ai effectivement donné. Les rapporteurs vous ont aussi donné. Et puis, les amendements vont conforter évidemment vos attentes. Je pense que ça répondra aussi à vos attentes. Pour l'outre-mer, vous avez raison de poser les questions de l'outre-mer, et on en avait parlé, nous l'avons déjà évoqué dans l'hémicycle, le sujet aussi de la visibilité. Alors, il y a deux choses. Il y a la suppression de France O, c'est vrai, qui avait été une vraie interrogation, mais on avait un sujet d'audience sur France O, et moi je ne souhaite pas que la visibilité, elle soit marginale. Au contraire, il faut de la visibilité sur des chaînes qui ont de l'audience. Sinon, ça sera toujours, vous savez, c'est très facile. On vous donne quelque chose et vous êtes à l'écart et vous êtes caché. Moi, je préfère qu'on donne une visibilité dans des endroits où il y a effectivement de l'audience. Tout l'enjeu de l'outre-mer, c'est la visibilité, beaucoup plus qu'un canal en soi. Donc ça, c'est tout l'enjeu du pacte soulevé par votre collègue Stevie Gustave. Moi, j'ai évidemment entendu cette sous-représentation qui est réelle. Et ça, je vous le concède. D'ailleurs, l'ARCOM avait noté un accroissement de la visibilité de l'outre-mer dans les JT. Ça avait été noté par l'ARCOM. Vous aviez demandé effectivement, que nous ayons un bilan du pacte de visibilité, monsieur le député. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut effectivement qu'on fasse un bilan concret et réel de ce pacte. Voilà pour la discussion générale de la réforme de l'audiovisuel qui est donc de retour à l'ordre du jour de l'Assemblée et qui suscite beaucoup de discussions, de débats très vifs. Sachez que lors de la discussion des articles, un incident a éclaté entre la ministre de la Culture, Rachida Dati, et une administratrice à laquelle elle aurait parlé, Rachida Dati, sans ménagement, selon une députée présente dans la salle. Affaire à suivre. Nous, on se quitte là, on se retrouve très vite pour voir ou revoir une autre séance parlementaire. À bientôt sur LCP.